J'ai garé la voiture lentement dans l'allée, le gravier crissant sous les pneus comme des brindilles sèches qui se brisent sous la pression. Le ciel était encore baigné d'une douce lumière de crépuscule, un mélange d'orange et de violet typique des soirées d'automne en Provence. Je me souviens avoir pensé à quel point tout semblait paisible, jusqu'à ce que mon regard se pose sur la pelouse. Au début, je n'ai pas compris ce que je voyais. J'ai cligné des yeux, pensant que le vent avait peut-être charrié des débris, mais ensuite, j'ai reconnu mon sac bleu, celui que j'utilisais pour nos escapades de week-end à la campagne, ouvert, béant comme une plaie. Mes albums photos, le mariage, les anniversaires de Petit Louis, même celui de la dernière partie de pêche de mon mari, étaient éparpillés comme de vieux magazines abandonnés. Les livres que j'avais conservés pendant des décennies gisaient à l'envers dans la terre. Et puis, le pire, la vieille canne à pêche de pierre, brisée en deux, reposant sur le tas comme une colonne fracturée. Le jardin de roses, celui que j'avais soigné avec tant d'amour, était ravagé. Le treillis que j'avais passé tout un printemps à construire était en morceaux, mes pots de lavande écrasés sous ce qui semblait être les pieds d'une table pliante. C'était comme si quelqu'un avait tenté de m'effacer d'un coup de pinceau violent et rapide. Je suis descendu de la voiture, les jambes tremblantes, m'agrippant au cadre de la portière pour ne pas m'effondrer. L'air sentait les roses et la trahison. Une note était scotchée sur la porte d'entrée, un simple morceau de papier ligné au bord recourbé, flottant doucement dans la brise. « Désolé, maman, les parents de Sophie vont emménager ici. On n'a plus de place pour toi. J'espère que tu comprendras. » Pas de signature, mais l'écriture était reconnaissable entre mille, soignée, inclinée à droite. Louis se vantait toujours de la beauté de son écriture cursive. Je l'aidais avec ses rédactions à l'école, corrigeant sa grammaire pendant qu'il grignotait des raisins à mes côtés. De l'autre côté de la rue, Madame Dubois s'est figée en plein pas, serrant son sac comme si elle craignait qu'il ne s'envole. Son mari, derrière, fronçait les sourcils. Personne n'a salué. Personne n'a rien dit. J'ai ramassé une photo encadrée, Noël 1998 en famille, au chalet des Alpes, et je l'ai serrée contre ma poitrine en marchant vers la porte. J'ai frappé doucement au début, m'accrochant à l'espoir que tout ceci n'était qu'un malentendu. Peut-être que Louis avait écrit la note dans la précipitation, peut-être que Sophie avait mal compris quelque chose, peut-être que j'étais entré dans le mauvais cauchemar. Mais personne n'est venu. Alors j'ai frappé plus fort, ma main tremblant à chaque coup. La porte s'est entr'ouverte, juste assez pour laisser apparaître le visage de Sophie dans l'embrasure, avec cette expression familière, une arrogance masquée sous un semblant d'inquiétude. « Oh, quelle surprise !» a-t-elle dit, comme si elle ne s'attendait pas à mon retour. « Tu es déjà là ?» Derrière elle, je pouvais voir le couloir, intact dans ses moindres détails. Les photos de famille accrochées au mur, le tapis usé que j'avais toujours voulu remplacer, l'odeur de citron du produit d'entretien incrusté dans les murs. Louis se tenait quelques pas en arrière, les bras croisés, le regard fixé sur le sol comme un enfant pris en faute après l'heure du couvre-feu. Je l'ai regardé, lui, pas elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé, ma voix se brisant sur le dernier mot. Sophie a ouvert la porte un peu plus, juste assez pour faire un pas en avant. « Ce n'est pas personnel », a-t-elle dit, le mensonge glissant facilement de sa langue. « On a juste besoin de plus d'espace. Mes parents vieillissent, eux aussi. C'est équitable. » J'ai regardé Louis à nouveau. Il évitait toujours mon regard. « Tu as eu ton temps ici, maman », a ajouté Sophie, d'un ton tranchant, définitif. « Maintenant, c'est notre tour. La maison doit nous ressembler. » Louis a enfin levé les yeux, juste un instant. « C'est mieux comme ça », a-t-il murmuré, à peine audible. Et puis la porte a commencé à se refermer, sans étreinte, sans excuse. Juste le léger clic de la serrure, comme s'il verrouillait la porte à une intruse. Je suis resté sur le perron, la note froissée entre mes doigts. Son poids s'est installé dans ma poitrine, froid et lourd, tandis que je descendais les marches vers la rue. J'ai marché sans but, traînant ma valise comme un bras fatigué. Le quartier défilait, flou. Maison en pierre, haies bien taillées, carillon éolien tintant contre les porches. Personne ne m'a arrêté.
Personne n'a demandé pourquoi une femme de mon âge tirait une valise au crépuscule. J'ai atteint le parc de la rivière. Le soleil déclinait, répandant une lumière dorée sur le pavé. Je me suis assise sur un banc vert au bord du sentier, un de ceux qui grincent quand on bouge. Je n'ai pas bougé. La note était toujours dans ma main. Je l'ai lissée sur mes genoux, relisant la même phrase jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. On n'a plus de place pour toi. Pas un « désolé », pas un « parlons-en », juste l'espace ou son absence. Un petit garçon est passé en courant, un moulinet à la main, riant. Sa mère le suivait, souriante, sans remarquer qu'elle croisait le chemin de quelqu'un qui avait autrefois été comme elle. Avant, j'étais celle qui courait après un enfant rieur, avec un sac plein de goûters et de pansements. Avant, j'étais nécessaire. Une liste a commencé à se former dans mon esprit, sans que je l'appelle. Chaque fête d'anniversaire que j'avais organisée, chaque fièvre que j'avais veillée, chaque prêt que j'avais donné sans attendre de remboursement. J'avais donné toutes mes économies quand l'entreprise de Louis était au bord de la faillite. Juste le temps que tu te remettes, avais-je dit, et je le pensais. J'avais renoncé à la croisière en Norvège que Pierre et moi avions planifiée pendant des années. J'avais renoncé à mes cours de peinture. J'avais renoncé à des week-ends avec mes amis parce que Sophie avait besoin que je garde Étienne après l'école. La liste s'allongeait à mesure que la lumière s'évanouissait. Et avec elle, quelque chose d'autre s'installait, à côté de la douleur. Pas encore de la colère, mais quelque chose de plus solide que la tristesse. J'ai plié la note avec soin et l'ai glissée dans la poche de mon manteau, comme un reçu d'un achat que je regrettais maintenant. Une brise venue de la rivière m'a caressé la joue, froide comme une main. J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir de la dernière fois que j'avais fait quelque chose juste pour moi. Quand je les ai rouverts, le sentier semblait différent. Pas nouveau, juste plus clair. Je me suis levé lentement et j'ai commencé à marcher. Je me suis rassise sur le banc, plus lentement cette fois, comme si m'asseoir pouvait dénouer quelque chose de coincé en moi. Ma respiration était courte, comme si mon corps hésitait entre pleurer ou se calmer. Au lieu de regarder le parc, j'ai regardé à l'intérieur de moi. Et le passé a surgi comme une brume. Sophie avait semé des graines pendant des années, des petits commentaires, déguisés en plaisanterie. Quand on refera cette maison à notre goût, je veux abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger. Quelque chose de plus ouvert, tu ne trouves pas? Je m'en étais amusé à l'époque, sans y prêter attention. Mais il y en avait eu d'autres. Des remarques sur le besoin de désencombrer, sur le fait que le jardin demandait trop d'entretien pour quelqu'un de ton âge, sur combien il serait agréable d'avoir ses parents à elle plus près, comme une grande famille heureuse. J'avais mis ça sur le compte de sa personnalité, de son besoin de contrôle. Je me disais qu'elle s'adaptait, qu'elle était insécure, qu'elle faisait de son mieux. Maintenant, tout semblait différent, comme un motif tracé à l'encre invisible, soudain révélé. Et puis un autre souvenir a émergé, plus net que les autres. C'était Louis, il y a 5 ans, assis à la table de la cuisine, avec le vieux porte-document de Pierre ouvert entre nous. « C'est juste pour des raisons fiscales, maman », avait-il dit, croyant que cela simplifierait les choses en cas de problème. Ça protégera la maison s'il arrive quelque chose. J'avais hésité, mais il m'avait rassuré. Nous avions rempli les documents ensemble. J'avais gardé une copie dans mon coffre-fort, dans le placard. Ce n'était pas un transfert de propriété complète, juste un titre partagé, jamais finalisé, jamais vérifié. J'avais insisté pour garder mon nom dessus, juste au cas où, et ils avaient semblé l'accepter sans insister, peut-être en supposant que je ne m'en souviendrais pas. Je me suis levé à nouveau, non pas parce que j'étais prête à partir, mais parce que quelque chose en moi avait changé. Pas complètement vers la clarté, mais loin de l'impuissance. J'ai saisi la poignée de ma valise, non pour m'équilibrer, mais pour trouver une direction, et j'ai commencé à marcher vers une porte dont j'avais presque oublié que je possédais encore la clé. La clé était toujours sur mon trousseau, coincée entre celle de la boîte aux lettres et la petite lampe de poche qui ne fonctionnait plus depuis des années. Du laiton lisse, usé sur les bords.
Je ne l'avais pas touchée depuis avant la naissance d'Étienne. Elle ouvrait la porte d'un petit studio sur l'avenue Jean Jaurès, au-dessus d'une vieille librairie et à côté d'une fleuriste qui sentait toujours l'eucalyptus humide. Du temps où Pierre était encore là et où je travaillais à mi-temps au centre communautaire d'art, on m'avait offert ce petit espace dans le cadre d'un programme de logement pour le personnel. Ce n'était pas censé être permanent, juste un endroit pour mes travaux manuels et lire en paix. Mais je l'avais gardé en secret, par un sentiment intuitif d'indépendance que je n'avais jamais expliqué à personne, même pas à Louis. J'avais payé le loyer modique, renouvelé chaque année, plus par habitude que par nécessité. Quand j'ai atteint les marches de l'entrée, mes jambes me faisaient mal. La rue était silencieuse, les fenêtres sombres. J'ai monté l'escalier lentement, la valise cognant derrière moi. La porte du studio a résisté un peu, mais la clé a tourné sans problème. L'odeur m'a frappé en premier. Poussière et vieux papier, mêlés de lavande séchée, des petits sachets que j'avais laissés dans les tiroirs. L'espace était plus petit que dans mon souvenir. Une seule pièce avec une kitchenette, un lit étroit et un fauteuil près de la fenêtre. Mais il était propre, intact, à moi. J'ai posé la valise et marché vers la fenêtre. La ruelle en bas était calme, quelques lampadaires clignotant comme des pensées lointaines. J'ai posé la paume sur la vitre froide et je suis resté là un moment, laissant le silence m'envelopper. Puis j'ai ouvert le placard, descendu le coffre-fort et sorti les documents que Louis m'avait aidé à remplir autrefois. J'ai appelé Richard à l'aube. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix endormie, mais néanmoins ferme. « Carmen ?» a-t-il dit par habitude. « C'est Iris », ai-je répondu, doucement mais clairement. Il y a eu une pause, puis un petit rire familier. « Iris Vallet, ça fait trop longtemps. » Il a accepté de me rencontrer cet après-midi-là, dans son bureau, sur l'avenue de la République, entre une boulangerie fermée et une agence de voyage aux affiches inchangées depuis 1998. J'y suis arrivé avec un sac rempli de tous les documents légaux que j'avais pu trouver. Copie du titre, amendement notarié, l'accord original de transfert partiel que Pierre et moi avions tenu à garder à notre nom. Richard m'a accueilli avec un signe de tête aimable, m'a invité à m'asseoir et à ajuster ses lunettes. En étalant les documents sur son bureau, ses sourcils se sont froncés de concentration. Il n'a pas interrompu, il a juste lu chaque ligne avec soin, émettant de petits sons d'approbation. Ils n'ont jamais finalisé, a-t-il dit finalement, tapotant le titre. Ce transfert partiel n'a jamais été enregistré comme une cession complète. Tu restes la propriétaire principale, Iris. Ils ne peuvent ni vendre ni revendiquer la maison. Le souffle que je retenais sans le savoir s'est échappé lentement. Ce n'était pas exactement du soulagement, mais quelque chose de proche. Un éclat de contrôle revenant dans mes mains. On peut déposer une ordonnance de cessation pour toute activité de vente, a-t-il poursuivi. Tu conserveras l'autorité légale. Si tu veux procéder à une expulsion, il faudra déposer un avis. J'ai hoché la tête lentement, serrant les mains pour calmer leur tremblement. Oui, ai-je dit. Commençons. Nous avons passé en revue chaque document ensemble, surlignant l'essentiel, mettant le reste de côté. La plume de Richard bougeait vite, ses notes nettes et précises. À un moment, j'ai vu mon reflet dans la vitre derrière son bureau. Mon visage semblait fatigué, pluvieux, mais mes yeux étaient concentrés, présents. Il a glissé un brouillon sur la table. Signe ici pour lancer l'ordonnance. J'ai pris le stylo, senti son poids dans ma main et signé. Pas seulement le papier, quelque chose de plus profond, de définitif. Ils ont demandé à me rencontrer dans un café près de la bibliothèque, là où Louis courait enfant, laissant des miettes de biscuits et s'excusant auprès des serveurs. J'ai choisi une table près de la fenêtre, là où la lumière tranchait en angle net et où chaque siège était visible depuis le comptoir. Je voulais qu'on me voie. Ils sont arrivés 10 minutes en retard. Sophie était habillée comme sortie d'un catalogue, parfaitement apprêtée, sûre d'elle. Louis semblait pâle, mal à l'aise, avec un sourire nerveux tremblant au coin de la bouche. « Maman », a-t-il dit, cherchant une étreinte que je n'ai pas rendue. « Merci d'être venu. » J'ai hoché la tête légèrement et désigné les sièges en face de moi.
Aucun n'a commandé quoi que ce soit. On voulait clarifier les choses, a commencé Sophie, joignant les mains sur la table comme une politicienne. Tout a été intense. On a pensé que parler en personne aiderait. Louis a sorti une enveloppe de son sac. Juste des papiers, a-t-il dit trop vite. Rien de compliqué, juste un transfert formel pour simplifier les choses pour tout le monde, éviter les problèmes. Sophie a enchaîné, la voix mielleuse. Ça aiderait tout le monde à avancer. Sans confusion, sans tension. J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher, puis j'ai sorti une enveloppe de mon sac et l'ai glissée sur la table. Sophie l'a regardée avec méfiance et l'a ouverte. C'est un chèque, ai-je dit. De quoi payer 2 semaines dans un motel, peut-être quelques repas. Prenez-le comme un geste. Louis a cligné des yeux. Maman, on ne voulait pas. Je réfléchirai au papier, ai-je coupé, la voix ferme. Mais commencez à préparer vos valises. Le sourire de Sophie a vacillé, mais elle l'a rattrapé avant qu'il ne s'effondre complètement. Bien sûr, a-t-elle dit, la voix plus fine. On savait que tu serais raisonnable. J'ai fini mon thé lentement. Ils sont restés figés, attendant quelque chose. Peut-être que je pleure, que je gronde, que je supplie. Mais je me suis levé, ajusté mon manteau et hoché la tête une fois avant de sortir dans le froid lumineux de l'après-midi. J'étais sous le chêne de l'autre côté de la rue, à moitié caché par ses branches, le même arbre où je suspendais des lanternes chaque 14 juillet. Le matin était humide, le ciel chargé de nuages qui n'avaient pas encore décidé de pleuvoir. La rue était plus silencieuse que d'habitude, comme si elle pressentait quelque chose sur le point de se briser. L'officier est arrivé à 10 heures précises. Un homme à l'expression neutre avec un dossier sous le bras. 2 policiers le suivaient, pas hostiles, juste officiels. Je les ai vus monter les marches du perron, s'arrêter et frapper 3 fois, un rythme ferme, rodé. Louis a ouvert la porte. Son visage s'est effondré avant même qu'il ne prononce un mot. Il n'a pas essayé de le cacher. Derrière, Sophie est apparue en peignoir, les cheveux défaits pour la première fois. Quand l'officier a déplié les documents et commencé à lire, elle a laissé échapper un son que je n'oublierai pas, à mi-chemin, entre un cri et un hoquet, empreint de désarroi. Les voisins ont commencé à se rassembler, jetant des coups d'œil par les stores, sortant avec des tasses de café à la main sous prétexte d'oublier de sortir les poubelles. J'ai vu Madame Lefebvre murmurer à son mari, ses yeux passant du perron aux autres qui faisaient semblant de ne pas regarder. Louis est resté immobile pendant que l'officier lui tendait l'enveloppe. Ses mains tremblaient tellement que j'ai cru que les papiers allaient tomber. Il ne semblait pas en colère, mais vide, comme si quelque chose en lui s'était déchiré sans qu'il s'en rende vraiment compte. Sophie s'est affalée sur la marche du haut, pieds nus, le mascara coulant sous ses yeux. Elle a tenté de tendre la main vers Louis, mais il fixait toujours le document, lisant chaque ligne comme s'il pouvait en faire quelque chose de plus doux. Je me suis détourné avant qu'il ne me voie, pas par pitié, mais parce que j'avais vu ce que j'avais besoin de voir. Pour la première fois, ils devaient s'asseoir dans le silence qu'ils avaient eux-mêmes créé, et je n'avais pas besoin d'en voir plus pour savoir à quel point ce silence serait lourd. À la fin de la semaine, l'histoire avait fait le tour du quartier. Elle n'avait pas besoin d'embellissement. L'image seule, Sophie pleurant sur le perron pendant que l'officier lisait l'avis d'expulsion, était assez vive pour durer. Les gens ont cessé de les saluer. Certains traversaient carrément la rue. Le silence autour de leur maison est devenu plus épais que n'importe quelle rumeur criée. J'ai entendu les murmures à l'épicerie du coin, les regards à la poste. Madame Martin, qui m'avait un jour reproché de ne pas avoir assez taillé ma haie, a dit à la caissière à voix basse « Après tout ce qu'elle a fait pour eux, tu imagines ?» La caissière a juste hoché la tête, les yeux écarquillés. Je n'ai corrigé personne. Je n'en avais pas besoin. Dans ce petit quartier où j'avais été active au centre communautaire pendant des années, aidant avec les événements locaux et les jardins partagés, la nouvelle s'était répandue comme une évidence. Ils ont commencé à appeler. D'abord Louis, puis Sophie. Le premier message était calme, calculé. Parlons, on ne voulait pas que ça aille si loin.
Au quatrième, la voix de Louis s'est brisée à mi-chemin. Je n'ai pas écouté les suivants. Je les ai supprimés un par un, comme on nettoie de vieux reçus dans un portefeuille. J'ai bloqué leurs numéros sans hésiter, pas pour les blesser, pas par vengeance, mais parce que je ne leur devais plus d'accès à moi. Il y a une différence entre être silencieuse et être réduite au silence. Pendant des années, j'avais ravalé ce que je ressentais pour garder la famille unie. Maintenant, n'ayant plus rien à protéger que ma propre paix, j'ai laissé le silence s'étendre autour de moi et je ne l'ai rempli de rien d'autre que ma respiration. Le studio était calme, sauf pour le bourdonnement léger de la radio et le bruit occasionnel du fil glissant dans le tissu. J'avais descendu la vieille boîte de courte pointe du placard, intacte depuis plus d'une décennie. Les morceaux étaient toujours là, décolorés, effilochés sur les bords, mais entiers. Des triangles et des carrés en bleu doux, des imprimés de rose, des bouts de robe que je portais quand Louis était petit. Je les ai étalés sur la table et j'ai commencé à coudre. Pas vite, pas parfaitement, juste régulièrement. Mes doigts ont retrouvé le rythme avant mon esprit. C'était comme reprendre une phrase laissée inachevée. La première nuit où j'ai travaillé dessus, j'ai pleuré sans bruit. Pas de tristesse, mais de libération. Il y avait quelque chose de réconfortant à tenir, quelque chose de fragile, et à savoir exactement comment le réparer. À chaque point, une décision. À chaque couture, une nouvelle ligne tracée. J'ai appelé Richard et lui ai dit que je voulais rediriger tous les bénéfices de la vente de la maison. Pas à Louis, pas à quelqu'un qui attendait. Ma signature était comme un chèque à encaisser. Je voulais que l'argent aille à des refuges, des endroits pour des femmes comme moi, des femmes usées, jetées, puis invitées à disparaître en silence. Des vieilles dames, des mères, des gens qui avaient donné trop pendant trop longtemps. Quand les documents ont été prêts, Richard m'a dit « Tu sais qu'ils ne te le pardonneront jamais. » J'ai répondu « On ne leur a jamais demandé de le faire. » J'ai cousu jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que mes mains me fassent mal. La courte pointe a commencé à prendre forme, pas comme elle était, mais comme elle devait être. Je n'assemblais pas seulement des morceaux, je décidais ce qui restait et ce qui partait. Quand j'ai repassé le dernier bord, je savais déjà comment tout finirait. J'ai marché dans la ville sans avoir besoin d'être quelque part. Les rues vibraient de vie, et pour la première fois, je ne courais pas entre des obligations, ni ne répondais aux besoins des autres. Aucun titre ne me suivait, ni maman, ni mamie, ni rien. Juste Iris. Dans le bureau de Richard, les documents finaux attendaient dans une chemise bien rangée. Il m'a accueilli avec un hochement de tête calme, sans chichi. Nous nous sommes assis à son bureau comme tant de fois auparavant, mais cette fois, il n'y avait pas d'anxiété sous ma peau, juste du calme. Il a glissé le dernier formulaire sur la table. Je l'ai lu une fois, puis signé. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Il m'a offert un thé au jasmin et je l'ai accepté avec gratitude. Il était chaud, parfumé, ancrant. J'ai sorti la courte pointe pliée de mon sac et l'ai posée sur mes genoux. Son poids semblait honnête, gagné. Une photo dépassait de mon sac. Une que je n'avais pas regardée depuis des semaines. Étienne, 5 ans sur cette image prise il y a 6 ans déjà, tenant une étoile filante avec les 2 mains, le visage illuminé d'émerveillement. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé, puis la pièce silencieuse, puis mes mains, fermes, libres. Ils me manqueront, ai-je dit doucement, mais seulement parce que j'ai enfin dit non.